du règlement. Et la parole est donc à Madame Élise Leboucher. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure générale, chers collègues, nous nous retrouvons une nouvelle fois dans cette situation. Vous faites de mauvaises lois, personne n'en veut, vous passez par-dessus la représentation nationale et un insoumis vient vous rappeler à l'ordre. Finalement, j'y vois comme une forme d'acte manqué. Je crois qu'au fond, vous voulez donner à chaque député insoumis la chance de venir se présenter à cette tribune et vous expliquer en quoi vos choix sont mauvais. Je vous comprends, nous avons de très bons arguments. Au nom du groupe Insoumis, je suis chargée de vous dire stop. Nous ne souhaitons pas alimenter une relation toxique avec la Macronie. Aussi parce que nous jugeons qu'il y a d'autres façons de faire connaissance. Laisser débattre cette assemblée serait un moyen opportun. Vous pourriez aussi venir à l'une des réunions publiques que nous tenons sur l'ensemble du territoire. J'en tenais encore une hier soir avec mon camarade Damien Maudet sur la santé en Sarthe. Nous avons abordé les problèmes du quotidien que les citoyens présents comprennent bien mieux que vous. Ce qui me permet au passage de renouveler ici mon invitation à Monsieur le ministre de la Santé. Invitation à venir constater les résultats de vos choix, dont vous savez qu'ils ne règlent rien, bien au contraire. Les 49.3 en série, en plus d'être la preuve de votre minorité ici comme dans le pays, sont la preuve de votre mépris. Il n'y a rien que vous considérez moins que la souffrance engendrée par vos choix. Vous êtes incapable de vous la représenter autrement que sous la forme d'un tableur Excel ou d'un nom d'âme dévoyé. Quand cette souffrance est le quotidien de mes anciens collègues, car voyez-vous, avant d'être députée, je suis une soignante. Il y a plus d'un an, je me rendais lors d'une de mes premières actions sur mon ancien lieu de travail, l'établissement public de santé mentale de la Sarthe. Une collègue me disait alors « On n'est plus au pied du mur, il est déjà tombé ». Depuis, 85 lits d'hospitalisation ont fermé à l'EPSM à l'été 2022, puis 42 lits et 3 services l'été dernier. Les soignants me disent, à chaque annonce de l'Agence régionale de santé, à chaque conseil d'administration, nous angoissons de voir nos conditions de travail se dégrader un peu plus et derrière, mal prendre en charge les patients. Jusqu'à quand allons-nous pouvoir tenir? Cette angoisse, je la connais bien. L'angoisse, mais aussi la rage, de voir des patients et des familles laissés sans solution, alors que les équipes soignantes se démènent, s'épuisent, luttent pour préserver ce qui fait la vocation de ce métier, le soin et le respect de la dignité humaine. Et c'est au nom de cette angoisse, de cette rage, de cette lutte, celle de mes collègues de l'EPSM, de tous les soignants, des patients et familles, que je vous appelle, chers collègues, à voter contre ce budget. 1996, année de la création des lois de financement de sécurité sociale. 2023, pour la première fois en 27 ans, le texte a été rejeté en commission des affaires sociales. Rendez-vous compte de l'ampleur de l'échec. Pour la première fois, ce texte n'a été validé par personne et vous continuez de contourner la représentation nationale, les élus du peuple, par vos 49.3 que vos députés continuent d'applaudir. Soyons donc logiques et votons contre ce budget aujourd'hui. Mais au-delà de la logique et de la cohérence, je vous appelle à revenir à la raison, à écouter les soignants, les fédérations hospitalières, les syndicats, les associations, les patients, les élus locaux, la France entière, quand ils vous disent « ce budget, nous n'en voulons pas ». Nous n'en voulons pas car il ne fait rien pour sauver un système au bord du gouffre. Pire, il promet de l'achever, quoi qu'il en coûte. Qu'importe que cela se fasse au prix d'un énième 49.3, au prix de la souffrance des travailleuses et travailleurs, au prix des droits les plus fondamentaux. Plus les besoins de santé augmentent, plus vous resserrez les taux et contribuez à l'asphyxie budgétaire. Depuis 2010, ce sont 34% de personnes en plus en affection longue durée. Alors que la population vieillit, nos aînés auront besoin d'un système de sécurité sociale et de santé fort à leur côté, pour leur garantir un niveau de vie digne et pour préserver leur autonomie. En 2023, en France, les soignantes en EHPAD, comme celle de ma circonscription en grève la semaine dernière, travaillent dans des conditions qui portent atteinte à la dignité des personnes. Une douche tous les 15 jours, pas le temps de discuter avec les résidents, de les rassurer. Elles parlent de travail d'abattage qui les épuise et les met à mal psychologiquement. Mais face à cela, le gouvernement rogne chaque année un peu plus sur les dépenses. Et chaque année au Parlement, c'est la même chose. Le gouvernement prévoit un objectif de dépenses totalement insuffisant, la pénurie devient un mode de fonctionnement et des rallonges elles-mêmes insuffisantes sont adoptées. Cette année n'échappe pas à la règle. Un Ondam 2024 largement inférieur à l'inflation, à la hausse des charges médicales, hôtelières et générales, qui aggravera encore plus l'endettement des hôpitaux. Qui paie le prix de cette asphyxie budgétaire? Les soignants et les patients. Nous vivons une crise de la démographie médicale.
Ce problème est connu de longue date. Pourtant, le gouvernement n'a supprimé que tardivement le numerus clausus, sans pour autant permettre d'accueillir plus d'étudiants à l'université et sans démocratiser les études de santé. Malgré la loi Valtou, aucune mesure forte n'a été prise pour mieux répartir les médecins sur le territoire. C'est la Macronie, main dans la main avec le RN, qui a refusé l'amendement transpartisan visant à réguler l'installation des médecins. Le choc d'attractivité, promis par Mme Borne, se fait toujours attendre. Les revalorisations salariales sur les heures de nuit et le week-end ne suffisent pas à compenser des années de sous-investissement et des conditions de travail catastrophiques. Près d'une structure d'urgence a fermé au moins une fois au cours de l'été 2023. Dans un sondage ELAB publié début novembre, près d'un Français sur deux déclare avoir un accès compliqué, long ou partiel aux services de soins. Une personne sur 10 déclare n'y avoir aucun accès. Et cela mène à des situations catastrophiques, voire des drames que nous pourrions et devrions éviter. Je veux revenir ici sur l'une des grands absentes de ce PLFSS, la psychiatrie. Chaque année, une personne sur 5 est touchée par un trouble psychique, soit 13 millions de personnes. Plus de 70% des médecins généralistes reçoivent chaque semaine au moins un ou une patiente souffrant d'une dépression. 6 élèves de primaire sur 10 souffriraient potentiellement de troubles psychiques. Selon une enquête de la FHF, 58% des établissements en psychiatrie ont vu leur capacité diminuer. Pourtant, faites le test, cherchez le mot psychiatrie dans le PLFSS, il n'y est mentionné qu'une seule fois, pêle-mêle avec d'autres spécialités. Rien donc sur le financement de la psychiatrie, menacée par une T2A qui ne dit pas son nom. Rien sur le maillage, alors que de nombreux territoires manquent cruellement de psychiatres et de soignants, comme nous le constatons tous, chers collègues, dans nos circonscriptions. Rien non plus sur la formation des professionnels et la reconnaissance de leurs qualifications. Rien pour permettre l'accueil digne des patientes et patients. Alors, malgré leur engagement, beaucoup de soignants ne tiennent plus. Un système qui repose uniquement sur le sacrifice de ces travailleuses et travailleurs est un système voué à l'échec. Monsieur le ministre, quand vous maltraitez les soignants avec vos coupes budgétaires, vous portez atteinte à la santé des patients et à notre santé à toutes et tous. Vous répétez à tout bout de champ que nous n'avons pas d'autre choix. Pas d'autre choix que l'austérité, pas d'autre choix que la gestion par la pénurie. Pour Elisabeth Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Mais cette situation est le résultat de choix que vous ne voulez pas assumer. Vous choisissez de faire d'énièmes cadeaux à l'industrie pharmaceutique, qui prévoit déjà de rehausser de 10% les prix de médicaments remboursés, comme l'amoxicilline. Votre vision de la santé est comptable, mais c'est encore et toujours les citoyens qui en payent le prix. Vous avez renoncé à inclure le doublement des franchises médicales dans le texte, un rare éclair de lucidité. Mais avec vous, il faut toujours se méfier, car la mesure pourrait revenir par la petite porte, par la voie réglementaire. Mesdames et messieurs les ministres, alors qu'un Français sur 4 a dû renoncer à se soigner pour raisons financières, répondez-nous enfin. Renoncerez-vous définitivement à doubler les franchises médicales? Renoncerez-vous également à vos attaques incessantes sur les salariés? Les risques psychosociaux explosent. Ils représentent 22% des arrêts. Chaque année, 30 000 pathologies psychiques sont reconnues et indemnisées sur les 110 000 qui devraient l'être. Pourtant, ce PLFSS est celui de la surveillance, du flicage des assurés en arrêt et des médecins prescripteurs, alors même que 25% des arrêts maladie ne sont pas pris ou de façon partielle. Les choix que vous faites révèlent où vous placez vos priorités. Les chiffres, les comptes, la rigueur, plutôt que la santé, la solidarité et la dignité du peuple. Devant vous, je veux dire au nom du groupe La France Insoumise qu'une autre voie est possible, que la maltraitance institutionnelle et l'enrichissement des grands capitalistes aux dépens des plus pauvres n'est pas une fatalité. Nous pouvons et nous devons gouverner à partir des besoins, investir pour l'hôpital, instaurer des ratios soignants-patients, mettre en place le pôle public du médicament, financer un service public de la dépendance, sauver d'urgence la psychiatrie. Votre projet de loi n'est pas à la hauteur. Et comme la nature a horreur du vide, nous voyons fleurir des initiatives que je qualifierais de farfelues. La SNCF prévoit l'installation de 300 cabines de télémédecine dans des gares. Quand j'ai vu cette information, je me suis demandé si nous n'étions pas un 1er avril. Monsieur le ministre de la Santé, j'aimerais connaître votre avis là-dessus. En tout cas, l'Ordre des médecins et les syndicats n'apprécient pas la blague, et il est vrai qu'elle est de mauvais goût. Peut-être que cette idée a été soufflée par Emmanuel Macron pour permettre aux gens qui ne sont rien dans les halls de gare d'avoir accès à la santé. Quel cynisme! Revenons à quelque chose de plus sérieux. Selon UFC Que Choisir, 83% des Français résideraient dans un désert médical. Près d'un quart des femmes n'ont pas accès à un gynécologue sans dépassement d'honoraires à moins de 45 minutes. 30% des enfants n'ont pas accès à un pédiatre. Le renoncement aux soins ne cesse d'augmenter. C'est le cas pour 37% des Français au cours des 4 dernières années. Pour les plus aisés, accéder aux soins rapidement, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. Pour les plus pauvres, attendre, voire renoncer en espérant que ça aille mieux. Est-ce cela votre vision ? UFC Que Choisir dépose un recours devant le Conseil d'État contre votre gouvernement pour inaction face aux inégalités croissantes d'accès aux soins.
Mais j'imagine qu'après avoir déjà été condamné pour inaction climatique, vous n'en aurez que faire. Alors, au-delà de défendre une motion de rejet, je suis venue exprimer l'émotion du rejet populaire que votre politique d'austérité inspire. Chers collègues, vous avez rejeté le PLFSS en commission, car au fond, vous avez compris que l'austérité du gouvernement n'est pas la seule option. Dans quelques minutes, la Première ministre ou son hologramme Franck Riester viendra à cette tribune et dégainera un énième 49.3. Alors, chers collègues, je vous invite à voter pour cette motion de rejet. Je vous remercie.